Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque du mois d'août. Petit bilan livresque ce mois-ci car je n'aurais lu que 4 livres et j'aurais eu également un abandon. Donc c'est rare les abandons mais ça arrive et il y en a eu un ce mois-ci. Petit bilan dû au fait que je sois partie 15 jours en vacances. D'ailleurs à ce sujet, vous avez vu, j'ai pris des couleurs. Je suis passée de blanc laiteux à blanc crème, blanc cassé, allez. Donc je suis super contente. Et oui, donc pour en venir au petit bilan, c'est dû au fait que je sois partie 15 jours en vacances du côté d'Arcachon, qui est une superbe région, mais que je ne connaissais absolument pas. Du coup forcément j'ai préféré aller vadrouiller, prendre de jolies photos, des paysages, et j'ai du coup mis un peu la lecture de côté. Donc pour en revenir au bilan, 4 livres de lus. Il y aura 2 coups de cœur à vous présenter, donc c'est suffisamment rare quand même pour le souligner. Donc j'ai lu un young adulte qui est un coup de cœur, j'ai lu un document qui est un coup de cœur également, et le reste c'est un thriller, un contemporain, et le livre que j'ai malheureusement abandonné est un roman classique. Je vous en parle tout de suite. Un coup de cœur, un livre young adulte, c'est suffisamment rare pour le souligner parce que bon, j'ai des goûts très éclectiques. J'essaye de lire un livre young adulte par mois, sauf qu'en général je n'ai pas forcément de coup de cœur parce que voilà, il y a certaines choses que je reproche dans les livres young adultes. Comme c'est destiné à un public relativement jeune, je trouve qu'en général les récits manquent de profondeur et sont souvent niais, superficiels ou très tirés par les cheveux. Et ce qui n'a pas été le cas avec le livre 1 de Rosen, écrit par Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. Alors c'est un livre qui ne sort que le 4 septembre. Voilà, c'était une avant-première de la box 1001 livres. Et c'était la box, il était dans la box du mois de juillet. Ça raconte l'histoire de Rosen. Alors Rosen, c'est le personnage principal du livre et également la narratrice. C'est une djinn. Et voilà, pendant des années, son peuple a été dominé par les Danir. Son peuple est redevenu libre, mais libre entre guillemets, parce que voilà, la liberté s'acquiert quand même difficilement et n'a pas encore été acquise pleinement. Et du coup, le roi des djinns, qui est également le père de Rosen, parce que Rosen c'est une princesse, et le roi des Danir vont se rapprocher et essayer de trouver un accord pour que le peuple djinn puisse retrouver pleinement sa liberté. Alors j'ai adoré ce livre parce que déjà il raconte tout ce que j'aime. Il y a des clins d'œil à Harry Potter, des clins d'œil à la sélection, même si c'est beaucoup mieux que la sélection parce que la sélection, j'avais aimé la trilogie et j'en parle dans plusieurs vidéos, mais ça restait quand même une trilogie gentillette. Voilà. Là, il y a quand même beaucoup plus de fond. Et donc des clins d'œil à Harry Potter, à la sélection, à Game of Thrones aussi également. Bref, vraiment un melting pot de tout ce que j'aime. La plume, elle est vraiment jolie et très fluide. La couverture du livre, faut savoir, est superbe. Et la maison d'édition a fait un superbe travail d'édition. Parce que vous voyez... alors je sais pas si ça va être flouté ou quoi... Mais vous voyez, il y a quand même des petits dessins à chaque page. À chaque page. C'est toutes les pages sont comme ça. Vous voyez. C'est quand même un travail qui est vraiment super soigné. Et j'adore. C'est vraiment un très très beau livre. En plus d'avoir un contenu vraiment bien écrit et prenant. Et voilà, donc je l'ai lu d'une traite. C'est vraiment bien écrit et l'histoire elle est vraiment prenante. J'étais complètement happée dans l'histoire. Et il faut savoir en plus que vous avez des petites bestioles dans le livre et qui sont vraiment très attachantes. En fait, c'est vraiment si joliment écrit
que on s'attache vraiment aux persos et surtout aux petites bêtes, notamment une aura. Voilà, c'est une petite bestiole qui se nourrit que de câlins et de tendresse. Et franchement, vous avez trop envie après ça d'en posséder une, sachant que évidemment vous ne pourrez jamais en posséder une vu que ça n'existe pas. Voilà, donc vous avez de la magie, de l'Orient, des tapis volants, des miroirs qui sont mystérieux, enfin on ne sait pas trop encore ce que ça cache tout ça. Et voilà, c'est une intrigue aussi également que vous ne verrez pas venir, c'est-à-dire que le problème des young adultes, c'est que dès le départ en général ou très rapidement, vous arrivez à deviner la fin et ce qui va se passer. Pas dans ce livre, pas forcément dans ce livre. Il y a encore beaucoup de mystères à découvrir, sachant que là c'est que le livre 1 et sachant aussi que comme tout premier livre, les premiers livres sont souvent une présentation des personnages et du contexte. Donc en général dans les livres 1, il ne se passe pas forcément grand chose. Je pense qu'il en est de même quelque part pour ce livre. Mais malgré cela, c'est vraiment très prenant, j'ai été happée par l'histoire. J'ai vraiment hâte de lire le livre 2. Pourtant, moi je ne suis pas quelqu'un de très porté sur les sagas, mais là je dois vous dire que vraiment j'attends le livre 2 avec grande impatience. Mon deuxième coup de cœur, c'est pour un récit, un document, un recueil de témoignages, une saison de Machette écrit par le journaliste Jean Hatzfeld aux éditions Point. Alors, j'avais déjà lu le premier volume, qui du même auteur, bien évidemment, dans Le Nu de la vie. Alors, je vous explique, en fait, c'est une quadrilogie, alors entre guillemets, une quadrilogie, dans le sens où les livres se lisent indépendamment et vous pouvez même vous contenter d'en lire qu'un seul sur les 4, 2, 3, ce que vous voulez. Ils sont indépendants les uns des autres, sauf qu'ils traitent tous les 4 du génocide rwandais de 1994. Voilà, mais d'un point de vue différent. Donc le premier volume dans Le Nu de la vie, je l'ai lu il y a plusieurs années déjà, et c'est un recueil de témoignages des Tutsis. Donc les Tutsis, le peuple qui a été victime du génocide de 1994. Donc le journaliste a été à leur rencontre, et a été à la rencontre des victimes du génocide, des rescapés on va dire plutôt. Et du coup ces rescapés vont parler de ce qu'ils ont vu, et ce qu'ils ont vécu et comment ils ont vu leurs proches se faire découper à la machette par les Hutus. Voilà, donc c'est un livre qui est très dur à lire parce que c'est un livre, ce sont des faits réels qui ont véritablement existé et le fait de donner la parole aux victimes Tutsis qui ont vécu des choses juste horribles, on a forcément... On se met forcément à leur place, on s'identifie forcément à eux quand ils décrivent comment leurs proches ont été découpés à la machette. Vous voyez vos propres parents se faire découper, enfin c'est juste horrible. C'est un livre qui est très dur à lire, mais qui est nécessaire pour comprendre un peu la nature humaine. Voilà, donc c'était un livre à l'époque qui m'avait beaucoup plu. Et j'ai appris récemment en lisant un livre policier qu'en fait il s'agissait d'une quadrilogie. Et donc courant août, j'ai lu le deuxième volume. Donc dans ce volume-ci, le journaliste est parti à la rencontre du peuple Hutu, donc des Hutus qui ont massacré les Tutsis. Donc il est allé les voir en prison pour recueillir leurs témoignages. C'est une étude passionnante. Vraiment, il y a eu un gros travail de recherche et d'analyse. Le travail de recherche et d'analyse dans ce livre est vraiment remarquable. C'est vraiment un livre... voilà, ça a été un gros coup de cœur, entre guillemets. Ça me gêne de devoir dire coup de cœur sur un livre qui traite d'un génocide. Voilà, mais... Voilà, je peux pas vous expliquer les choses autrement. Le travail de recherche et d'analyse, il est tellement remarquable, ça ne peut être qu'un coup de cœur ce bouquin. Donc ce livre m'a donné certaines explications et certaines réponses à des questions que je me posais.
Voilà, c'est vraiment un document complet. Donc il explique vraiment ce livre les mécanismes du génocide, comment la réflexion s'est faite autour de ça, comment elle s'est mise en place, comment le génocide a démarré, et surtout il explique comment des hommes qui sont pourtant décrits comme étant des Hutus gentils, de bons voisins, sociables avec les Tutsis, comment du jour au lendemain ces hommes qui étaient considérés et décrits comme gentils par les gens en sont venus à les massacrer d'une manière vraiment atroce, comment ils en sont venus à massacrer les Tutsis vraiment d'une manière vraiment atroce. Et le journaliste fait tout un travail là-dessus parce qu'il essaye déjà de vous faire réfléchir à certaines questions et à vous donner des réponses vraiment sur la nature humaine. Lisez vraiment ce livre si vous voulez essayer de comprendre la nature humaine, sachant que il fait également un comparatif entre ces génocides-ci et par exemple le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il fait un comparatif des deux et finalement on s'aperçoit que les mécanismes sont les mêmes, que l'histoire se répète inlassablement et que les hommes ne comprennent jamais en fait. Et du coup se trouve également dans ma pile à lire les deux livres suivants. Alors la stratégie des antilopes qui a reçu le prix Médicis 2007. Et dans ce livre, Jean Asfeld traite de la vie en communauté entre Hutus et Tutsis, parce que les Hutus vont forcément finir un jour par sortir de prison. Et ils vont revenir sur leur terre. Et il va, du coup, là c'est un recueil de témoignages sur comment va se poursuivre la vie en communauté après le génocide qu'ont vécu les Tutsis. Voilà, donc comment va se passer la vie en communauté après ce qui s'est passé. Donc je n'en sais pas plus vu que le livre je ne l'ai pas encore lu, donc je le lirai dans les prochains mois, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà. Et le quatrième, donc Un papa de sang, qui va donner la parole aux enfants des victimes Tutsis, des victimes qui ont vécu le génocide, donc les Tutsis. Voilà, parce qu'ils ont reçu le génocide en héritage et donc le journaliste va leur donner la parole. Donc vous voyez, comme vous pourrez le constater, tiens d'ailleurs, Un papa de sang a reçu le prix mémoire Albert Cohen 2016, donc comme quoi chacun des livres a reçu un prix. Est-ce que les deux autres en ont reçu également? Voilà. Une saison de Machette que j'ai lue en août a reçu le prix Femina Essai 2003. Et le premier, Dans le nu de la vie, a reçu le prix France Culture 2000. Donc chacun des livres a reçu un prix différent. Et sachant que du coup, les 4 livres constituent une analyse complète du génocide. Un thriller psychologique, Sauvez-moi, de Jacques Expert aux éditions Sonatine. Alors, qui raconte l'histoire de Nicolas Thomas qui, après 30 ans de réclusion criminelle, est enfin libéré. Il avait été accusé du meurtre de 4 jeunes femmes. Il va disparaître quelques jours plus tard et un nouveau meurtre va avoir lieu, en tout point semblable au meurtre dont il avait été accusé. Voilà. Et en parallèle, vous avez l'enquêtrice Sophie. Alors Sophie, c'est quoi son nom déjà? Pontchartrain, qui va recevoir de mystérieux messages, juste 2 mots, sauvez-moi. Alors ici déjà, pour les adeptes de Jacques Expert, sachez que dans ce livre, il n'y a pas de fin ouverte. Voilà, Jacques Expert est un peu le spécialiste des fins ouvertes. Moi, je suis pas trop fan des fins ouvertes. Là, il n'y en a pas, tant mieux. C'est déjà un bon point. Ensuite, c'est du récit un peu lent. J'ai pas trouvé le récit super haletant, mais bon, il se lit bien quand même. Il n'y a pas de retournement de situation, pas de rebondissement. Voilà, c'est une enquête simpliste, enfin simpliste entre guillemets, c'est quand même rondement mené. Voilà, c'est quand même suffisamment bien construit.
Voilà, donc pas de rebondissement, pas de retournement de situation, une enquête simpliste, pas de fin ouverte, c'est bien. Voilà, donc même si la fin, en plus au niveau du dénouement, le dénouement m'a pas laissé sur le cul, ça m'a pas forcément transcendé, mais j'ai quand même bien aimé les dernières lignes du livre. Pour le reste, vous allez détester l'enquêtrice Sophie Pontchartrain. Voilà, c'est une enquêtrice super manipulatrice. Voilà, bon, je vous en dis pas plus sur le personnage, mais vous allez la détester. Pour le reste, j'ai eu une déception. C'est-à-dire que l'enquêtrice, dans le livre, vous allez voir, elle a des activités nocturnes. Et vous ne saurez jamais quelles sont ces activités nocturnes. En fait, tout simplement, Jacques Espert a voulu nous emmener sur un chemin pour nous semer le doute dans notre esprit au niveau du dénouement. Et sauf que il a laissé ça en plan, on n'aura pas de réponse à nos interrogations là-dessus, on ne saura pas ce qu'elle fait la nuit. Voilà. Donc excusez-moi si pour vous si je vous ai spoilé, mais je trouvais ça important de le signaler. Voilà. Donc du coup c'est une déception parce que j'adore quand vraiment les choses sont carrées dans un thriller et que l'auteur nous apporte à la fin du livre toutes les réponses qu'on attendait à nos questions et que voilà, j'adore les constructions carrées et là du coup c'est pas le cas. Voilà. Mais sinon j'ai trouvé le livre globalement bien. Le récit lent, comme vous savez, j'aime ça, ça ne me dérange absolument pas. Mais voilà, cette déception-là, bon, du coup, ça me laisse un peu interrogative. Du coup, à cause de ça, je ne sais pas si j'ai vraiment aimé ce livre ou pas. Voilà. Bon. Sinon, mis à part ça, globalement, ça se lit bien, c'est du récit lent, voilà. La fliquette, comme je vous l'ai dit, elle est manipulatrice, mais en même temps, ce qu'il y a de bien dans ce perso, c'est qu'elle dénonce certains travers de la police. Donc c'est un point positif dans ce livre. Pour le reste, voilà, pas de dénouement où vous allez être sur le cul. Pas de retournement de situation, pas de cliffhanger ou autre, donc pour ceux qui aiment ça, c'est peut-être pas un livre qui vous est destiné. Bref, globalement j'ai bien aimé ce livre, mais par contre moi je suis une fan de cet auteur, je lis tous ses bouquins, et mes préférés pour le moment, je les ai pas encore tous lus ces livres, je dois vous l'avouer, mais pour le moment, vraiment les deux livres que j'ai adorés de lui, qui sont mes préférés, c'est Hortense et Qui. Je passe maintenant à du roman contemporain avec La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Grasset. Alors c'est un livre que j'ai adoré comme la plupart d'entre vous parce que je crois que sur ce livre j'ai vu des tas de critiques et toutes bonnes à l'unanimité. Dans ce livre on va suivre 3 femmes, 3 destins différents. Tous les opposent ces femmes parce qu'elles vivent toutes les 3 dans un pays différent. Il y en a une qui vit en Inde, une autre qui vit en Italie et la 3e elle vit au Canada. Donc 3 cultures complètement différentes, donc forcément tous les opposent. Mais ces 3 femmes, elles sont liées par le destin, elles ne se connaissent pas, mais elles sont liées par une tresse, d'où le titre du livre. Et ce livre, il est vraiment très bien écrit, presque en rime par moment. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'en suis sortie vraiment enrichie de plus de culture indienne parce qu'on apprend pas mal de choses sur la culture indienne, notamment pour ce qui concerne la condition des femmes en Inde. Elles mènent toutes les 3 un combat et franchement on reste admirative devant ces femmes qui sont d'une force de caractère, qui ont une force de caractère incroyable, extraordinaire. Et j'ai adoré la fin est vraiment superbe et elle donne tout son sens à l'intitulé du livre, La Tresse. Une seule petite frustration pour ma part qui fait que ce livre n'aura pas été un coup de cœur, c'est que j'aurais préféré un récit plus long. Et là si vous voyez, il est court.
Enfin, l'écriture, elle est plutôt assez aérée. Et le livre comporte 222 pages. Voilà, donc 222 pages pour un roman à l'écriture un peu aérée, c'est pas non plus énorme. Donc j'aurais vraiment voulu des tranches de vie plus développées. Un récit plus long, qu'on en sache plus, qu'on en apprenne plus sur ces 3 femmes. Donc voilà, un superbe livre que j'ai adoré et qui peut correspondre à beaucoup de profils de lecteurs, ceux qui aiment le fond, ceux qui aiment s'enrichir de nouvelles cultures, ceux qui veulent pas se prendre la tête et qui sont à la recherche d'un petit bouquin facile à lire pour la plage. Voilà, ce livre correspond vraiment à beaucoup de profils et voilà, je vous conseille sa lecture parce que vraiment c'était une belle lecture sympathique. Je vais terminer cette vidéo par mon abandon de ce mois d'août, qui est un classique et qui est Nana d'Émile Zola. Donc si vous voulez me jeter des pierres, n'hésitez pas. J'en ai honte d'ailleurs d'en avoir abandonné cette lecture parce que je suis une inconditionnelle d'Émile Zola. D'ailleurs, pour que vous puissiez voir, je vous ai descendu d'une rangée ma collection des Rougon-Macquart. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Rougon-Macquart sont constitués de 20 volumes. Voilà, vous pouvez les lire, si vous ne voulez pas lire les 20 tomes, vous pouvez les lire indépendamment. C'est pour ceux qui suivent Zola, qui sont des lecteurs de Zola, c'est mieux de les lire dans l'ordre parce qu'en fait, c'est une fresque et ces livres suivent en fait la descendance de 2 familles qui sont les Rougon et les Macquart. Donc c'est une fresque sur la société de son époque, bien évidemment. Et donc dans ces 20 volumes, Zola il dépeint la société dans laquelle il vivait. Et je trouve que c'est vraiment des écrits extraordinaires. Je suis vraiment une inconditionnelle de Zola, sauf que là, Nana, ça l'a pas fait. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais en vacances et que comme je faisais plusieurs choses en même temps et que je lisais pas beaucoup de pages par jour, une dizaine, une quinzaine, du coup, est-ce que ça n'a pas contribué à ce que j'abandonne le livre ? En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé que l'intrigue était longue à se mettre en place. Et voilà, c'était beaucoup de dîner chez les uns chez les autres, beaucoup de blabla, beaucoup de dialogue, et voilà, ça m'a ennuyée, ça m'a saoulée. Et j'ai lu ce livre, j'ai commencé à le lire sur ma liseuse, et je me suis arrêtée à 40%, donc à presque la moitié du livre, et j'en pouvais plus, et la lecture ne devenait plus un plaisir, ça n'en était plus un. En fait, ça devenait un fardeau, alors je l'ai abandonné. Ce livre va rejoindre ma collection, bien évidemment, parce que je collectionne les Rougon-Macquart aux éditions Jean de Bonneau. Voilà, donc la maison d'édition, c'est les éditions Jean de Bonneau. C'est des livres en cuir de mouton, voilà, dorés à leur fin sur la tranche et sur le haut des pages. C'est illustré à chaque page. C'est en relief sur la couverture. Vraiment, ce sont de très très beaux bouquins. D'ailleurs, là, je vois un truc... Ah oui, d'accord. Merci pour votre achat avec un petit marque-page. Je ne savais même pas qu'il y avait ça à l'intérieur du livre. Parce qu'en fait, je commande... c'est une édition qui est un petit peu chère. Voilà, si vous voulez les acheter en neuf, vous allez sur le site édition Jean de Bonneau et c'est 40 € l'unité. Après, je sais pas s'il y a des frais de port à ajouter, j'en sais strictement rien. Moi, je les achète d'occasion sur eBay parce que je les trouve à entre 15 et 25 €. Donc, moitié moins cher, en sachant que c'est des très bonnes occasions et que les livres sont en très bon état, voire parfait état pour certains. Alors, moi, je les commande par ce biais-là, du coup. Alors, dans ma bibliothèque, pour le moment, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc, avec Nana, ce sera le 11e volume de ma collection. J'en ai un 12e mais qui est dans ma pile à lire puisqu'il s'agit de Germinal que je suis sûre que je vais adorer. Et du coup petit à petit chaque mois j'essaye d'acheter régulièrement les éditions qui me manquent
pour au final avoir l'œuvre complète sur cette étagère. Voilà, les 20 tomes des Rougon-Macquart. Et pour l'histoire de Nana, je peux pas trop vous en dire. Nana, c'est une actrice, chanteuse et qui se prostitue pour arrondir ses fins de mois. Voilà, et sinon, le reste du temps, elle essaie de se faire entretenir par des riches. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai vite arrêté ma lecture à 40% comme je vous le disais. Voilà, bon c'est dommage. Alors est-ce que c'est l'effet vacances? Je verrai pour reprendre ma lecture plus tard. On verra si ça peut le faire à ce moment-là. Bon, ça arrive, on a beau avoir des auteurs fétiches, ça le fait pas toujours. Il y en a forcément qui nous plaisent moins ou qui nous plaisent pas du tout de nos auteurs chouchous. Voilà, moi là c'était Nana, alors qu'il faut savoir que Nana a été adorée par bon nombre de gens. Voilà, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas accroché. Je pense que ce sera tout autre avec Germinal qui je pense par contre comme ça traite du milieu ouvrier ça va vraiment plaire. Donc je vous redis ça dans quelques mois quand j'aurai lu Germinal. Et voilà, ça en est terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à cliquer sur j'aime, à vous abonner, à aller faire un petit tour aussi du côté de mes pages Instagram et Facebook, ma vie en livre, pardon. Voilà, et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois de septembre. On se retrouve pour une vidéo partagée en octobre pour le bilan livresque du mois de septembre. Et entre temps, je vous souhaite une bonne rentrée à tous et bonnes vacances à ceux qui partent en septembre. Voilà, bye, bisous.